À l'occasion de la visite du président chinois dans notre ville, nous ouvrons une fenêtre sur ce pays avec vous. Notre invité Michel-Henri Boucher, professeur à la SCEM, à l'école de commerce de Sophie Antipolis, qui a un campus en Chine également. Et tout de suite, nous accueillons Patrick, que nous remercions donc de nous avoir appelé de la Colle sur Loup. Patrick, je crois que vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années en Chine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, est-ce que vraiment c'est quelque chose de aussi différent qu'on l'imagine? Oh oui, on n'imagine pas du tout d'ailleurs quand on part là-bas ce que l'on va trouver. Moi, c'était en 1994, donc un petit peu avant que tout se déclenche. Dans quel domaine? Dans la construction navale. Oui. Donc les Chinois maintenant sont bien connus pour ce type de production. Et à cette époque-là, j'ai dû emmener un expert maritime avec moi qui ne croyait pas du tout dans la technologie chinoise et qui avait une très mauvaise opinion dans ce domaine. Ils étaient efficaces? Ils étaient déjà efficaces? Alors justement, oui, c'était déjà la grosse surprise, c'est que ces gens-là maîtrisaient énormément la technologie de construction navale, avec une capacité d'adaptation aux nouvelles techniques, même aux normes européennes, voire mondiales. Ils étaient très très rapides et très réceptifs à construire un navire de 15 000 tonnes dans des délais très rapides, avec disons, toute la technologie nécessaire. Et quelle qualité au final? Une qualité qui passait par tous les organismes de contrôle mondiaux, français, ça dépendait où partait le bateau, mais qui avait une vingtaine de certificats à la sortie et qui étaient tous en bonne et due forme, quoi. Et vous, Patrick, vous y êtes resté un petit moment? Moi, j'étais commercial exclusif pour ce chantier naval. Mmh. Donc, je voyageais beaucoup. Et je prospectais pour ce chantier. Et donc les Chinois, qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez eux, au-delà de leur capacité d'adaptation, effectivement, de leur facilité à se saisir de ces nouvelles technologies? On va en parler avec notre invité dans un instant. Vous avez vraiment l'impression que c'est le pays qui demain sera le pays le plus important au niveau économique? Ah, je pense, oui. Je pense parce que pendant ces 10 années où j'ai travaillé avec eux, les progrès ont été fulgurants, les marchés, les chantiers ne désemplissaient pas, les commandes, ils étaient même en refus de commandes, et je pense que ce sont des gens qui sont de gros travailleurs. Il n'y a pas les mêmes lois sociales, c'est clair, mais moi j'ai assisté à disons des réunions entre ouvriers et PDG, qui était extraordinaire. Tout le monde mangeait à la même table, la même chose, et c'était dans une ambiance très respectueuse, mais très bon enfant. Merci Patrick pour votre témoignage. Un regard de l'intérieur, puisque vous avez, je le rappelle, travaillé pendant 10 ans donc dans la construction navale en Chine. Merci beaucoup pour votre appel et pour ce regard ce soir. Vous nous appelez, je le rappelle, depuis la Colle sur Loup. On reviendra dans un instant en standard avec Dominique. Non, avant d'entendre les commentaires de notre invité Michel-Henri Boucher, nous avons appelé tout de suite la Dominique André. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes la correspondante de Radio France, donc journaliste en Chine. Vous y êtes depuis déjà un certain nombre d'années. Merci d'être en ligne avec nous. Alors vous suivez la visite du président chinois, évidemment. Aujourd'hui, c'est vraiment l'homme le plus puissant du monde, le président chinois? En tout cas, si on en croit effectivement le classement Forbes qui a été publié hier, Hu Jintao a ravi la première place au président américain Obama. Il est aujourd'hui effectivement l'homme le plus puissant du monde. Alors ça, c'est ce que dit le magazine. Mais c'est significatif? Mais bon, on peut dire que c'est significatif. Il suffit de voir aujourd'hui quelle est la place que la Chine prend dans toutes les réunions internationales, dans tous les sommets internationaux. On a besoin de la Chine. Là, dans quelques semaines, au G20 à Séoul, la France a besoin de la Chine pour faire passer son projet de réforme du système monétaire international. Sur le plan du développement durable et du climat, on a vu à Copenhague qu'on avait encore besoin de la Chine. Donc effectivement, la Chine est devenue vraiment un acteur international incontournable. Et dans les négociations, c'est un pays qui pèse, et c'est sans doute pour toutes ces raisons que dans la négociation commerciale, vous parlez tout à l'heure avec un chef d'entreprise, il est important d'être d'accord avec les Chinois si on veut obtenir une aide sur le plan diplomatique. Donc en 3 ans, vous avez vu évoluer justement et la Chine devenir un partenaire encore plus incontournable, ou c'était déjà le cas?
Je pense que la Chine est devenue un partenaire incontournable depuis, je dirais, quelques années. Il y a 30 ans, il y a eu tout de même un phénomène extraordinaire. Ça a été l'ouverture économique de la Chine par Deng Xiaoping. À partir du moment où la Chine a décidé de s'ouvrir sur le plan économique, elle est sortie de son enfermement. Et c'est à partir de là que le pays a compté. Et d'année en année, on voit effectivement que c'est un pays qui prend de plus en plus de place. Dominique André, dernière question. Et en tant que journaliste, en 3 ans, vous avez vu évoluer les choses au niveau de votre travail? Vous avez accès aux informations? Alors il y a 2 choses. Il y a d'abord ce qui est positif. Ce qui est positif, nous on l'a vu arriver juste au moment des Jeux Olympiques. Vous savez qu'en fait en Chine, jusqu'en 2008, on ne pouvait pas interviewer de Chinois dans la rue sans avoir une autorisation de la part des autorités. Donc en 2008, les correspondants étrangers ont obtenu des autorités chinoises la mise en place d'une nouvelle réglementation qui nous a autorisé à interviewer directement des gens dans la rue, donc à faire des micro-trottoirs comme en France, sans en parler, sans faire de demande d'autorisation auprès de la police. Et cette mesure qui était provisoire a été entérinée et aujourd'hui on peut donc travailler beaucoup plus facilement. Cela dit, il reste encore beaucoup à faire parce que cette réglementation ne concerne pas les journalistes chinois et on aimerait que nos confrères chinois puissent travailler aussi librement que nous. Et puis dans les points encore très négatifs, il reste, vous savez, extrêmement difficile d'avoir accès aux dirigeants chinois. Il n'y a pas de conférence de presse avec eux et on peut le constater ici à Nice puisqu'il n'y a pas de conférence de presse avec le président Hu Jintao. Merci Dominique André, correspondante de Radio France en Chine, d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, on revient avec notre invité Michel-Henri Boucher. Tu sais, fiston, ton banquier, quand il te vend des produits financiers, là, il touche sa com. Eh ben non, papa. Je te l'ai déjà dit 20 fois. Je suis au Crédit Mutuel. Au Crédit Mutuel, les chargés de clientèle ne touchent pas de commission sur les produits qu'ils proposent. Et ça change tout. Crédit Mutuel, plus que jamais, la banque à qui parler. Dimanche 14 novembre, 7h, 13h, vivez le marathon Nice-Cannes en intégralité sur France Bleu Azur. En direct du restaurant Le Festival, face à la ligne d'arrivée sur la Croisette à Cannes. Toutes les équipes de France Bleu Azur se mobilisent sur le terrain pour vous faire vivre de l'intérieur l'événement sportif de l'automne. Dimanche 14 novembre, 7h, 13h, le marathon Nice-Cannes en direct sur France Bleu Azur. Aux fêtes de la Saint-Martin, depuis toujours, le foie gras revient. Chaque fois un peu plus gourmand, chaque fois un peu plus fondant, un peu plus succulent. Tellement savoureux qu'il me fait craquer. Mais qui pourrait y résister? Moi, le foie gras, c'est clair et net. À la Saint-Martin, je lui fais sa fête. Pas mal, mon slam. En ce moment, ce sont les fêtes de la Saint-Martin. Unique, délicat, le foie gras, il n'attend que vous. Le foie gras, il a quelque chose de magique que les autres n'ont pas. Pour votre santé, évitez de grignoter. Avant de revenir au sujet qui nous occupe ce soir, à savoir la Chine, la présence du président chinois dans notre ville, merci à vous tous qui prenez la peine de nous téléphoner encore une fois pour nous signaler que l'accès à l'autoroute est bouché, que du côté de la 202 c'est bouché également. Effectivement, aujourd'hui la ville de Nice est un gros bouchon. Donc prenez votre mal en patience, arrêtez la voiture, garez-vous, allez boire un café et merci en tout cas de prendre la peine de nous appeler. On revient donc avec notre invité Michel-Henri Boucher, professeur à la Schema Business School de Sophia Antipolis, qui a un campus en Chine depuis 2 ans. Notre auditeur le disait tout à l'heure, capacité d'adaptation vraiment remarquable des Chinois, et la technologie, ils la prennent à bras le corps et puis ça y est quoi, ils sont pas, c'est fini le temps où ils faisaient les casquettes et les chemises uniquement. Alors, le vrai problème et le défi, c'est qu'ils font tout. Ils sont compétitifs sur toute la chaîne de valeur, à la fois en produisant à bas coût des t-shirts et des casquettes Nike, mais également de la haute technologie, de l'aéronautique, l'automobile, ordinateurs, etc. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'il y a d'un côté le made in China, bon, par les étrangers et par les Chinois, mais le made by China est beaucoup moins important. En fait, les 3/4 des exportations chinoises de produits de haute technologie sont made in China, mais pas by China, par des entreprises étrangères en Chine. Donc on est concurrencé, si vous voulez, en Europe et aux États-Unis par des produits, en fait, qui viennent d'entreprises étrangères qui ont investi en Chine. Ça peut s'assimiler à de la délocalisation, c'est-à-dire qu'on exporte là-bas une technologie où on produit à bas coût avant de réexporter vers le reste du monde. Tout à fait. On bénéficie à la fois, bon, effectivement, de main-d'œuvre bon marché, qualifiée, flexible, etc., mais également d'une technologie qui est de plus en plus pointue, celle d'ailleurs qu'on a nous-mêmes exportée en Chine.
On va accueillir au standard Jean-Louis qui nous appelle depuis Vence. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Nous vous écoutons Jean-Louis. Mais écoutez, moi ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait pas qu'on ait peur de la Chine, parce que franchement, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, avec tous les autres pays, on n'a pas à avoir peur de la Chine particulièrement. Si c'est une question des libertés, vous savez, dans notre pays, on n'a rien à envier aux libertés de ce qui se passe là-bas, même si je mesure certains écarts. Mais ce qui serait intéressant, ce qui est intéressant, c'est les échanges que nous pouvons avoir, parce que je pense que une coopération avec un pays comme la Chine, qui est formidable, qui est immense, et une coopération avec un pays comme la Chine, ça peut nous permettre à la fois de nous développer, et ça peut permettre à la Chine de se développer. C'est-à-dire que des contacts extérieurs, que des entrées de gens extérieurs dans leur économie et dans leur vie fassent évoluer considérablement les choses. C'est aussi y compris des libertés, moi je pense aussi, et y compris au niveau de l'économie, de la façon de fonctionner. On a besoin de travailler avec des gens comme la Chine, avec un pays comme la Chine. Moi, je le pense. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre appel. Michel-Henri Boucher, justement, Jean-Louis le parlait de la liberté d'expression. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. On dit la Chine n'est pas forcément donc n'est pas un pays démocratique, ça on le sait. Alors, est-ce qu'il faut sacrifier nos principes de respect des droits de l'homme pour faire du commerce, pour travailler avec la Chine ou pas? Comment ça se passe là-bas quand on est sur place? Alors, il ne faut pas escamoter le débat, et la position de la France a été très claire en 2008, exprimée par le président Sarkozy. Bon. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est deux ou trois choses. Premièrement, vous savez que Sartre disait que la liberté commence par les protéines, et donc le développement économique chinois a amené des droits économiques. Bon, deuxièmement, ces droits économiques, progressivement, modifient l'exigence des Chinois, qui s'expriment de plus en plus pour des droits immatériels. Donc cela bouge. Et troisièmement, il ne faut pas penser que le système chinois est totalement monopolite. Il y a en fait un débat extrêmement important au sein du Parti communiste, au sein du comité central, avec des voix divergentes. Par exemple, le Premier ministre Wen, il y a 3 semaines, a exprimé un désir, une nécessité d'ailleurs, du système politique chinois de s'ouvrir. Et vous, quand vous étiez là-bas, vous avez ressenti quand même cette chape de plomb? Alors, chape de plomb, non, je pense que le mot est exagéré. On sent effectivement qu'il y a un certain verrouillage, un contrôle des moyens d'expression, y compris Internet. Maintenant, encore une fois, ce qui était vrai il y a 5 ans n'était plus vrai il y a 2 ans, et encore moins aujourd'hui. Donc il y a vraiment une évolution. La Chine avance sur tous les fronts, y compris, je pense, sur les fronts d'une démocratie sous contrôle graduel. On est aujourd'hui en période de déséquilibre, avec un marché énorme, plus d'1,5 milliard d'individus, donc un marché énorme qui s'ouvre, une capacité de production effectivement qui elle aussi est importante, des coûts de production qui sont bas parce que les lois sociales dans ce pays ne sont pas les mêmes que dans certains pays européens et la majorité d'ailleurs des pays du monde. Est-ce qu'on peut envisager qu'à une 30aine d'années, le marché planétaire se rééquilibre parce que la Chine aura absorbé et le monde aura absorbé ce déséquilibre? Alors, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, la Chine n'a pas le choix. Si vous le prenez aujourd'hui, la consommation, elle est très faible. Elle représente 36% du PIB, l'investissement 46%. Bon. Donc il faut que la Chine rééquilibre ses moteurs de développement avec moins d'exportation, moins d'investissement, mais surtout plus de consommation. Donc elle fasse profiter de sa production ses habitants. Tout à fait. Et de deux façons. Premièrement, parce que les Chinois maintenant ne travaillent plus pour 200 yuan par mois, et plutôt pour 200 euros. Donc une montée des exigences sociales, du salaire, et deuxièmement, l'économie chinoise se déplace, et tant mieux, de la zone côtière vers le centre de la Chine. Et là également, donc on voit des millions de Chinois progressivement arriver dans l'économie de marché avec des exigences matérielles et également immatérielles sous forme de droits de l'homme. À suivre donc, bien entendu, mais on a encore quelques années devant nous pour voir comment tout cela évolue. Et a priori, on n'a pas franchement de raison d'avoir peur de ce grand marché, car c'est aussi cela, la Chine, un marché qui s'ouvre, bien entendu. Merci d'avoir été notre invité ce soir, Michel-Henri Boucher. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez appelés. D'abord pour ceux d'entre vous qui ont travaillé en Chine et qui nous ont fait voir à travers leur regard et leur expérience, parce que 10 ans sur le terrain, c'est effectivement, ça donne beaucoup de recul sur le phénomène. Évidemment, on rouvrira d'autres débats lundi sur France Bleu Azur à partir de 18h et nous l'espérons, vous serez encore présents à ce rendez-vous. Merci à tous ceux d'entre vous qui nous ont appelés pour nous donner des nouvelles de la route. On y revient d'ailleurs juste après les infos de 18h30. C'est France Bleu Azur que vous avez choisi. Restez avec nous.